Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Zone Sport, l'émission hebdomadaire qui décrit toute l'actualité sportive. Aujourd'hui, on est une nouvelle fois avec Elias et Zéphyr. Zéphyr avec un énorme maillot de lance, un maillot collector pour le Z. Elias de son côté, une nouvelle fois le micro, tout prêt pour ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode qui va traiter de deux sujets très très importants cette semaine. Le premier, c'est la CAN. On a eu les demi-finales hier et là la finale dimanche qui va arriver. Sénégal-Maroc, un classique africain finalement. Et on a suivi ça avec attention hier, donc avec Sénégal-Égypte et Maroc-Nigeria, excusez-moi. Et ça a été très plaisant. Et le deuxième sujet, c'est Alvaro Arbeloa, donc le nouveau coach du Real Madrid. Premier match, première défaite, élimination de la Coupe du Roi. C'est catastrophique. On va en parler dans ce nouvel épisode de la Zone Sport. Elias, je veux t'entendre sur la CAN. Un petit avis à froid sur le match Maroc-Nigeria. Est-ce que toi aussi, comme moi, tu as senti quand même une certaine pression arbitrale avec les Marocains qui, on peut dire, depuis le début des huitièmes de finale, des quarts de finale, sont entre guillemets un peu avantagés. En tout cas, on leur siffle des fautes plus facilement. C'est clair que l'arbitrage fait parler dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, pour moi, c'est pas un facteur qui a donné, par exemple, la victoire hier face au Nigeria. L'arbitrage est certes catastrophique, mais ça a été des deux côtés pour moi. Je trouve qu'il y a des fautes des deux côtés. C'est pas forcément des fautes qui peuvent donner un coup franc ou quelque chose de décisif, mais c'est des fautes comme ça sur des 50-50 qui sont assez mal arbitrés, assez mal gérés sur des duels vraiment à l'épaule, où en fait, souvent, c'est le défenseur qui est avantagé, alors que pour moi, l'attaquant, il prenait à chaque fois le dessus, et j'étais là devant mon écran, j'étais là, mais il n'y a pas faute, pourquoi il siffle ça? C'est au duel. Enfin, le foot, c'est quand même un sport de duel, on n'est pas au basket, où certes, les petits contacts vont être plus sifflés. Non, l'arbitrage est vraiment pas bon depuis le début de cette CAN, il fait polémique et à juste titre. Mais après, faut pas non plus enlever le mérite au Maroc qui a muselé le Nigeria. Le Nigeria n'a rien pu faire. Ils n'ont rien fait dans le jeu. Ils ont eu quoi? Une frappe, je crois, une frappe cadrée Ouais, une à frappe Demola cadrée. Lookman, 25e minute. Et après, basta, c'était tout, c'était fini. Ils ont fermé la boutique. Et derrière, ils se sont créés beaucoup plus d'occasions. Donc moi, pour moi, c'est une victoire méritée du Maroc malgré le fait que ouais, l'arbitrage il fasse débat et c'est vraiment dommage. Je sais pas ton avis, Zéphyr, sur le match. Moi, je trouvais vraiment le Maroc supérieur au Nigeria et on en reviendra sur la séance de tir au but. J'ai quand même deux, trois choses à dire parce que c'est assez alarmant la gestion nigériane des tirs au but. C'est vrai que moi j'avais annoncé le Nigeria en potentiel outsider de cette CAN et ils ont quand même performé jusqu'à une belle demi-finale. Et comment dire, ce match, j'en parlais hier avec des collègues, on peut dire que l'Afrique s'est un petit peu européanisée. On avait un petit peu l'habitude de voir un football plus pour un football, un peu qui va dans tous les sens, etc. Et là, on a une équipe marocaine avec énormément de joueurs qui sont implantés dans les plus grands clubs mondiaux, avec Hakimi à l'instar de ce processus. Et les joueurs on a un Maroc qui défend, qui a énormément défendu. Et tu l'as dit, on a un Osimhen et un Lookman qui se sont fait éteindre hier. Et ça a été la clé du match. Osimhen et Lookman étaient peut-être les deux meilleurs joueurs depuis le début de cette CAN avec Brahim Diaz. Et hier, c'est la défense qui a parlé. C'était un peu le match attaque contre défense. On avait le Nigeria qui était l'attaque flamboyante de cette CAN et le Maroc qui était la défense de cette CAN. Et c'est la défense qui l'a emporté avec un muselage parfait. Je te l'accorde, Elias. Bah écoute Zéphyr, moi je voulais revenir aussi sur ce match Maroc-Nigeria. La première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est sur le sujet de l'arbitrage. Moi je comprends que ce soit un facteur quand même dans certains matchs qui puisse un peu faire évoluer le cours du jeu. Mais dans les matchs là je trouve que c'était quand même un peu moins... Enfin là on pouvait se poser certaines questions, mais dans les matchs comme Algérie-Nigeria, moi je vois pas en quoi l'Algérie peut se plaindre d'un certain arbitrage, sachant qu'ils se sont fait allumer. S'il y a 5-6-0, c'est exactement la même chose. Là, ils perdent 2-0, mais ils se sont fait bouffer de A à Z sur l'entièreté du match. Donc, au lieu de juste se plaindre parce qu'il devait y avoir un penalty au début du match et que ça aurait changé le cours du match, au final, il faudrait peut-être regarder sa propre sélection plutôt que juste se plaindre de l'arbitrage. S'il y a un fait de jeu, par exemple, Maroc-Tanzanie, 1-0 pour le Maroc,
potentiel penalty pour la Tanzanie. Au final, ça a été avéré qu'il y avait pas penalty, mais les Tanzaniens auraient pu se plaindre d'une certaine erreur d'arbitrage parce qu'elle a un vrai impact sur le cours du match. Mais sur des matchs comme hier, Maroc-Nigeria, effectivement, les duels à l'épaule, parfois ils sifflent alors qu'il n'y a pas forcément faute, comme tu l'as dit, Elias. Mais ça n'a pas impacté le cours du match. Il n'y a pas eu de penalty faussement sifflé ou quoi que ce soit. Après, la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est, comme tu l'as dit, la gestion nigériane. Je ne sais pas si tu vas en parler un peu, Elias, mais pour moi, de sortir Osimhen à 3 minutes de la fin, c'est complètement incompréhensible. Et surtout, un truc que je ne comprends pas dans le football moderne, c'est de faire rentrer un attaquant qui n'a pas joué une minute du match, le faire rentrer à la 119e pour tirer un penalty. On l'a vu, Chukwueze, le mec, il n'a pas touché un ballon, il va tirer un penalty. Je pense que j'ai rarement vu un penalty aussi mal tiré de toute ma vie. Le mec, il est là, il mâche son chewing-gum, il marche à 2 à l'heure, il envoie une frappe, c'est une passe pour Bounou. Donc au final, tu mets un joueur qui a aucun rythme. Enfin, tu sors un joueur qui a fait pas un grand match, mais quand même qui est un énorme attaquant et peut-être, comme tu l'as dit, Zéphyr, un des meilleurs joueurs de la CAN, pour faire rentrer un Chukwueze qui a pas de rythme en club ni en sélection parce qu'il joue quasiment pas dans cette CAN. Tu le fais rentrer, le mec il te pond une bouse en penalty. Donc je pense que en général, il y a rarement d'exemples qui marchent où le joueur rentre à la 119e et met une belle frappe. Effectivement, c'est mieux de faire rentrer un attaquant pour sortir un défenseur parce que les défenseurs sont potentiellement moins bons sur cet exercice. Mais faire sortir Osimhen, Elias t'en parlera, mais je trouve que c'est complètement débile. Faut vraiment pas avoir de science du football pour faire sortir aussi tard dans le match. Zéphyr, je sais pas si tu voulais revenir rapidement sur quelque chose et après donner la parole à Elias parce qu'il voulait revenir sur cette séance de tir au but scandaleuse du côté du Nigeria. Tu parlais de ce phénomène, j'avais trouvé ça pendant la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde 2022. On avait Dybala qui était rentré à la 118e minute et il a fait deux choses. Il a empêché Mbappé à la 123e de marquer et il a marqué son penalty brillamment derrière. Donc, dans l'idée, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même des exemples forts qui démontrent que c'est pas toujours néfaste de faire ça. Quand c'est des mecs qui ont un sang-froid. Après, c'est avec Dybala a plus de qualité technique, de sang-froid, d'habitude de jouer dans les grands matchs que Chukwueze. Je te l'accorde, Arthur. Non, mais effectivement, Chukwueze, il joue à Milan, il a fait 3 matchs sur les 3 dernières années. Et Dybala, tu le compares avec un mec de la Juve qui était le meilleur joueur de Serie A à l'époque, peut-être. Bon, Elias, je te laisse revenir là-dessus, mais j'apprécie ton contre-exemple, mais. Bon, Elias. Je te l'accorde. Ah, mais moi, je voudrais revenir sur déjà la gestion d'Osimhen. J'ai pas compris. Il le sort à 2 minutes de la fin. Certes, j'en ai discuté avec mes potes également. Ils m'ont dit, ouais, c'est pas vraiment un très bon tireur de penalty. Mais c'est ton capitaine, c'est ton fer de lance, c'est ton joueur star, en fait. Et je peux pas le faire sortir. Enfin, je comprends pas, même s'il était touché au genou, il s'était un peu blessé. C'est totalement incompréhensible de le sortir à ce moment-là du match. Moi, j'étais interloqué devant ma télé hier. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait, Eric Schell? Qu'est-ce qu'il fait? Et, euh, et ensuite, derrière, Lookman, il est où? Il est où pendant la séance de tir au but? Il est où? On le voit pas. Il n'a pas pris ses Bah responsabilités. écoute, Le Elias, mec, je n'ai pas vu, je sais pas si elle est disponible à l'ordre des tireurs, mais je pense qu'ils l'ont mis en 5e pour potentiellement donner la victoire au Nigeria. Enfin, ça, c'est un sujet qui fâche dans le football où parfois les joueurs stars veulent se mettre en 5e pour donner la victoire et au final ils se retrouvent à même pas tirer. Donc, effectivement, c'est un peu débile de la part de Lookman, mais ça arrive très souvent dans le football. ah, mais je suis d'accord que ça arrive très souvent dans le football. Mais regarde, Hakimi. Hakimi, le mec, il a raté son tir au but contre l'Afrique du Sud dans la dernière CAN en 2023 quand ils sont éliminés en huitième de finale. Et là, il revient tirer. Il revient tirer quand ils sont à égalité, quand ça compte le plus. Donc moi, je comprends pas du tout pourquoi Lookman, il est pas allé. Le mec, il a quand même 3 buts, 4 passes décisives. On dit qu'il fait crack à la canne, et derrière, il fait ça. Il m'a énormément déçu là-dessus. Enfin, je comprends pas du tout cette gestion. Iwobi aurait pu y aller. Mais, Et Chukwueze, bah, t'en as parlé. Ouais, c'est totalement... mais le mec, il a Elias, craqué, quoi. pour te contredire, entre guillemets, les listes pour les tireurs sont faites avant la séance. C'est pas en fonction du score que le mec s'élance pour aller tirer. C'est préétabli avant les tirs au but. Ils disent tel mec passe en premier, tel mec passe en deuxième. C'est pas parce que c'est un peu chaud pour le Nigeria que le mec va rentrer pour aller tirer. Donc on peut pas blâmer Lookman sur ce choix. Ça se trouve, c'est Eric Schell qui lui a dit tire en dernier, comme ça on est sûr de potentiellement gagner. Zephyr, t'as un mot là-dessus? Qui que ce soit Lookman ou Eric Schell, c'est totalement con. Je suis désolé, mais il faut dire les termes. Neymar, en 2022 contre la Croatie, avait décidé de passer en 5e, et non,
La clé, c'est tu mets, on l'avait vu à la finale de la Coupe du Monde 2022, Messi en 1, Mbappé en 1, ils montrent l'exemple et ça montre l'exemple pour leurs coéquipiers qui vont ensuite aller tirer et seront dans une confiance parce que la star, le leader de leur équipe, aura marqué le penalty. Bon, assez parlé du Nigeria et de leur gestion catastrophique des pénaltys. On va s'attarder sur Égypte-Sénégal. Bah écoute, Elias. Elias, bon, je te laisse parler un peu du Sénégal. Bah écoute, le Sénégal, moi j'ai pas, pour être honnête, j'ai pas vu tout le match, mais on a bien vu une équipe de l'Égypte qui a fait de l'Égypte, quoi. Et ils ont respecté leur plan de jeu, fermé le bus. Le Sénégal a dominé tout le match, quasiment, et c'est totalement mérité. Et d'ailleurs, on a quand même, je pense, l'avènement en fait de Sadio Mané. Sadio Mané qui vient offrir ce but-là à cet instant-là contre son rival Mohamed Salah, son ancien coéquipier. C'était la guerre, c'était ça aussi la finale, il me semble, il y a quelques années, quand le Sénégal va la prendre. Il vient inscrire ce but et ça y est, pour moi, c'est un des plus grands joueurs africains de l'histoire. Sadio Mané, avec ce but-là, il a endossé ce rôle de champion. L'Égypte a totalement refusé le jeu et nous a fait une Nigeria. De toute façon, le Nigeria et l'Égypte, les deux éliminés, ils méritaient de perdre. Tout Ouais, simplement, c'est ils vrai. méritaient de perdre. Et le Sénégal mérite totalement sa victoire. Ils font un parcours vraiment une force tranquille. Ils gagnent leur match par un ou deux buts d'écart maximum, sans faire de vagues. Et ils sont en finale. C'est totalement mérité. À noter quand même la blessure et du coup la non-disponibilité de leur capitaine Khalidou Koulibaly qui peut impacter, même si son remplaçant a fait une très bonne entrée en défense. Et c'est vraiment les défenses qui ont pris le pas. Arthur, je te laisse enchaîner. Bah écoute, pour finir un peu sur Sénégal-Égypte, et pour après, quand même, on donne un petit prono et on passe au Real, parce que on va pas s'éterniser sur le sujet. En tout cas, l'Égypte a fait de l'Égypte, on peut pas les blâmer, comme tu as dit. Tous leurs matchs, c'est pareil. Ils posent le bus, ils pensent qu'ils vont être hyper réalistes. On l'a vu contre la Côte d'Ivoire. Ils méritent pas forcément de passer en demi-finale, juste ils ont trois occasions, ils mettent les trois buts, et c'est ça qui fait la force, entre guillemets, égyptienne. Après, sur le match, le Sénégal a quand même eu du mal à mettre le but. Une grosse frappe de Sadio Mané qui délivre un peu les Sénégalais, mais ça aurait pu aller au tir au but et un potentiel Maroc-Égypte en finale. En tout cas, les Sénégalais ne m'ont pas forcément impressionné en demi-finale, ils m'ont plus impressionné dans les tours d'avant. Là, je sentais pas non plus une équipe totalement en maîtrise. Et contre le Maroc, il faudra ça. Il faudra vraiment un Sénégal complètement sûr de ses armes, sûr de son arme offensive qui est quand même énorme avec Idrissa Gueye, Sadio Mané et surtout un milieu Pape Gueye que j'adore durant cette CAN qui potentiellement pourra peut-être marquer en finale contre le Maroc, mais en tout cas il faudra faire un meilleur match que celui fait contre l'Égypte parce que le Maroc, on l'a vu, c'est peut-être la meilleure équipe de cette CAN. Enfin, si on regarde juste uniquement les matchs. Donc, pour aller l'emporter à l'extérieur sur la pelouse marocaine, va vraiment falloir sortir un gros match. Je veux un petit prono de chacun avant de passer au sujet Real Madrid. Elias, tu commences et après Zéphyr et je donnerai le mien à la fin. Écoute, moi je vais rester fidèle à mon bracket de début. Je vois le Sénégal l'emporter. Je vois le Sénégal essayer de contrecarrer les plans du Maroc et de les priver de cette victoire à domicile devant leur peuple. Et ouais, moi je vois bien le Sénégal comme ça en force tranquille en fait, sans faire de vagues, être clinique, être létal dans les moments importants. Et je pense que ça va être une histoire de momentum. En tout cas, on espère clairement une meilleure finale, une finale à la hauteur de ce qu'aurait pu être cette CAN et de ces demi-finales qui ont été décevantes. Donc ouais, moi je vois le Sénégal, je reste sur mon pronostic. C'est l'équipe que je voyais aller au bout et je ne change pas de cap. Zéphyr. Moi, je verrais bien le Maroc parce que le Maroc, c'est quand même l'avènement du football africain ces dernières années. J'ai beaucoup parlé de la Coupe du Monde 2022, mais le Maroc avait fait aussi une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle et ils ont un effectif quand même de taille à aller chercher encore un beau parcours à la prochaine Coupe du Monde et pour moi à prendre cette canne. Voilà. Arthur. Bah écoute, moi bah, je voyais le Nigeria battre le Maroc et le Nigeria perdre en finale contre le Sénégal. Malheureusement, grosse défense marocaine, on l'a vu, ça s'est pas fait. Mais au final, je vois une victoire de mon compatriote parisien Achraf Hakimi, 2 buts à 0 contre le Sénégal. Une victoire tout en maîtrise avec potentiellement un petit but d'Hakimi, un but de Brahim Diaz et une fête marocaine à Rabat dimanche. Donc c'est ça que je vois
pour cette finale. Passons au Real Madrid. On va pas non plus s'éterniser sur le sujet Real Madrid parce qu'on a beaucoup parlé de cette CAN, mais on a eu Xabi Alonso qui s'est fait virer cette semaine, donc énorme news. Florentino Pérez a décidé de virer le coach espagnol. Il a remplacé par le coach de la Castilla, les U19 madrilènes, Alvaro Arbeloa. Premier match, première défaite contre une D2. Est-ce que c'est alarmant, Elias? Je donnerai mon avis après, mais Elias et Zéphyr, enfin Zéphyr, est-ce que tu pourrais commencer? Je voudrais avoir votre avis sur la situation. Ouais, on sait que le coach remplaçant a mis beaucoup de jeunes de la Castilla, dont on a parlé Arthur. Il en a mis beaucoup dans le match contre Albacete, je crois. Et ça n'a pas payé. Et après, c'était un choix fort. Il a voulu reposer Mbappé aussi, moi, je trouve, sujet bizarre. Mbappé qui joue dimanche et qui ne rejoue pas 3 jours après. Tu es censé être rétabli de blessure, mais tu peux pas rejouer. C'est quand même suspect. Mais est-ce que c'est alarmant? Non, parce que c'est qu'un match. Et on dit toujours qu'il faut laisser du temps aux entraîneurs dans le foot. Mais après, est-ce que c'était le bon choix initialement, ce coach? Il a quand même un bilan pas très, très glorieux avec la Castilla, donc ce sera à suivre. Mais pour l'instant, c'est qu'un match, donc on peut pas encore juger. Mais c'est pas glorieux. Et on attendra quand même avant de donner un réel. Avant de dire que c'est vraiment alarmant. Elias. Moi, je vais être beaucoup moins tendre avec le Real Madrid parce que je trouve que ce club est en train de couler, il est en train de mourir et entraîner ce club, c'est un cadeau empoisonné. Tu rêves d'entraîner le Real Madrid, mais en fait, quand tu y es, bah, c'est un cauchemar. C'est clairement un cauchemar. La gestion hiérarchique là, de Florentino Pérez concernant que ce soit les transferts, les gestions des coachs puis un vestiaire qui est en fait intenable. Xabi Alonso, il annonce des choses, il annonce que toute l'équipe va se mettre au diapason, toute l'équipe va faire le pressing. Mais en fait, tu regardes les matchs, ils se font bouffer dans le jeu. Ils se font bouffer dans le jeu et ils mettent. T'as l'impression qu'il met rien en place, que Xabi Alonso, c'est un coach qui a rien fait du tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Xabi Alonso, il a des idées, mais il ne peut pas les mettre en place avec tous les égos qu'il y a dans le vestiaire. C'est ingérable. C'est pas la faute forcément que de Mbappé pour le coup. Il y a d'autres individualités qui posent problème, notamment Jude Bellingham, qui pour moi, il ne doit pas être titulaire à l'instant T en équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde. J'ai entendu un chroniqueur du WIN-AFC le dire et je suis totalement d'accord avec lui. Pour moi, Thomas Tuchel, il va faire des choix forts, il va imposer sa personnalité à l'équipe d'Angleterre et Jude Bellingham, pour l'instant, il ne peut pas rentrer dans les plans de Thomas Tuchel. Morgan Rogers lui passe largement dessus. Vinicius, c'est encore pire, il se perd. Le mec, on dirait qu'il ne sait plus jouer au football et derrière les jeunes, que ce soit Mastantuono qui. Ouais, il a fait un match catastrophique hier. Même le gardien Lounine, pour moi, il est fautif sur le troisième but. C'est n'importe quoi, le Real. Pour moi, je vais être beaucoup moins gentil avec toi. Ce club se perd et les déclarations de son coach, là, Arbeloa, après le match, je trouve ça ridicule. Arthur, je te laisse enchaîner sur ces déclats, pour moi, qui je trouve lunaire. On dirait qu'il est menacé par les joueurs et par la direction du Real Madrid, quoi. Bah écoute, je vais te les lire, les déclats. Donc il dit l'échec n'est pas une option au Real. Donc il sort ça. Et il nous dit j'étais convaincu que l'équipe alignée était la bonne et le banc était excellent. J'ai un groupe très talentueux et ce n'est pas facile pour eux de faire tout ce que j'aurais demandé en une seule journée avec un nouvel entraîneur. Je me sens pleinement responsable. On voit bien, j'en avais parlé à un moment dans un podcast qu'on avait fait avec Zephyr. Le problème, il vient d'au-dessus, il vient de Florentino Pérez. On donne trop de pouvoir aux joueurs dans ce club qu'est le Real Madrid. Comment un coach peut se sentir aussi menacé par des joueurs? C'est pas des U9, hein, les joueurs du Real. Ils peuvent s'adapter en une journée à un coach, hein. Enfin, c'est pas des poussins du 92. À un moment, ils doivent. Enfin, on les met contre un bas de tableau de Division 2. Ils sont pas capables de sortir un bon match et de se qualifier. On peut pas non plus tout le temps blâmer le coach. À un moment, je pense qu'il faudrait que Florentino Pérez se remette en question, se dise qu'il donne trop d'importance à certains joueurs comme Bellingham, comme Fede Valverde, comme Vinicius, parce que tu n'en as pas parlé, hein, Fede Valverde, mais je trouve qu'il est très très bon parfois, mais il ouvre trop sa gueule, hein, pour pas être vulgaire, mais vraiment, il a un trop gros ego. Et au final, c'est ingérable. Xabi Alonso, c'est un très 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 bon coach. On ne pourra pas dire le contraire. Ce qu'il a fait à Leverkusen, c'est historique. Et au final, là, juste, on le blâme pour 3 mauvais mois où il est deuxième de Liga. Je pense que les Madrilènes doivent se dire c'est pas un bon coach ou quoi, mais c'est pas la faute du coach, c'est la faute de l'équipe, des joueurs et de ce qu'il y a au-dessus. Tu parlais d'Mbappé, pour moi, Mbappé n'a rien à voir avec tout ce qui se passe en ce moment au Real. Je pense que s'il n'y avait pas Mbappé, le Real sera encore plus
sous l'eau, mais peut-être dans le milieu du tableau en Liga, même pas dans les barrages en Ligue des Champions, mais je te parle très sérieusement. T'enlèves Mbappé, il n'y a plus rien. Là, on l'a vu. Zephyr me parlait peut-être que le problème c'était Mbappé, et qu'on l'avait vu avec Gonzalo Garcia, il met un quadruplé contre le Betis, et ce serait une bonne chose d'enlever Mbappé. Un triplé contre le Betis. Et au final, on le voit très bien contre Albacete hier, ils n'y arrivent pas sans lui. C'est lui qui fait tout, il est à la passe, il est buteur, il fait tout, donc on peut pas dire que lui est le problème. En plus, je crois que Zephyr, tu t'avais dit oui, c'est bizarre, il est encore enfin il a joué contre le Barça et là il est encore blessé, il joue pas. Mais je crois que il y a certains qui supposent qu'il aurait joué pour essayer de sauver Xabi Alonso parce que c'est un Ouais, coach c'est ça. ouais, c'est un coach qui l'apprécie énormément, qui lui a donné des opportunités et il sentait que s'il perdait, ça allait peut-être être la fin pour lui. Et du coup, il s'est dit, je vais essayer de sauver mon équipe et mon coach. Zephyr, je sais pas si tu as un truc à dire, mais pour moi, c'est intolérable ce qui se passe au Real Madrid parce que ça en dit long sur tout ce qui s'est passé avant. Ils ont reposé sur des individualités, sur des Ronaldo et sur des joueurs comme ça. Mais là, on a une situation comme au PSG avant. On a un coach qui a moins d'autorité que certains joueurs. Limite, c'est Bellingham et Vinicius qui décident des entraînements et qui décident, oui, est-ce que j'ai envie d'aller ce matin m'entraîner avec Xabi Alonso? Est-ce que j'ai envie de jouer, de faire un bon match? Vinicius, il perd 23 ballons hier et le coach, il dit que c'est de sa faute c'est la faute du coach s'il perd le match. Quand t'es un joueur comme Vinicius, t'as été deuxième au ballon d'or, que tout le monde a dit oui tu dois gagner le ballon d'or et que tu perds 23 ballons contre une D2 espagnole, faut se remettre en question. Zéphyr, j'aimerais bien avoir ton avis, mais je trouve ça scandaleux. Je parlais de Mbappé, mais c'est pas Mbappé le souci. Le souci, c'est la République des joueurs. Ça doit être la République du coach et la dictature du coach. Enfin, c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais ça doit être le coach impose ses idées et les joueurs suivent. Ça aurait dû se passer comme Xabi Alonso l'avait dit en juillet comme il arrivait, avec une équipe, tout le monde qui se met au pressing, pas de joueurs ménagers, tout le monde fait les efforts, tout le monde fait ce qu'il faut. Et on s'est retrouvé dans des situations où c'est devenu la République des joueurs. Et on l'a vu depuis quelques années, chaque fois qu'une équipe devient comme ça part en foire. Et au PSG, on avait la République des joueurs, Messi, Neymar, Mbappé. Les trois sont partis. Conclusion, ils ont gagné la Champions. Et quand les égos deviennent trop gros, quand les joueurs prennent trop d'importance, et là, Florentino Pérez donne clairement trop d'importance aux joueurs, et ben ça crache. Et c'est ce qui est en train de se passer côté Real. On n'est pas assuré qu'ils finissent deuxième, parce que là, Arbeloa, peut-être, c'est un coach un petit peu prometteur, mais prometteur ou pas, avec des joueurs qui continuent dans ce sens-là à tout décider, tu l'as dit, déciderait des entraînements, les joueurs doivent être moins importants, moins influents au club, et c'est par là que passera le renouveau du Real cette saison. Voilà, c'était mon mot de la fin Ouais. sur le Real. D'ailleurs, on a vu Xabi Alonso, apparemment, il a exprimé sa volonté de partir du Real après la Coupe du Monde des clubs, hein. C'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu ça passer. Et apparemment, il s'est rendu compte des grosses difficultés d'entraîner ce club à la Coupe du Monde des clubs. On rappelle ils s'en prennent quand même 4 contre le Ouais. PSG. Il faut une prestation peut-être totalement cataclysmique contre le PSG. Et en vrai, je le comprends. Moi, Xabi Alonso, je priais pour qu'il parte. Honnêtement, je veux que son bien parce que je suis persuadé que c'est un super coach. Il a des super idées. Il a été formé avec les Pep Guardiola, hein. On sait que c'est de là où est venu peut-être son œil tactique. Mais ouais, le Real, pour moi, c'est. En fait, je suis limite content d'un le foot du Real parce que pour moi, ce club offre beaucoup trop de liberté aux joueurs. Comme tu l'as dit, c'est la dictature des joueurs. Et on a vu qu'en fait, tu ne peux plus, pour remporter un gros trophée, avoir des individualités qui décident de tout et avoir de trop gros égos. C'est impossible dans le football moderne. Maintenant, il faut avoir une équipe stable, une équipe structurée et une équipe qui écoute les consignes du coach. Sinon, ça se crache inévitablement et c'est ce qui est en train de se passer au Real. Zéphyr, est-ce que tu veux dire un petit mot avant que je fasse le mot de la fin? Juste, je veux dire qu'on parle là d'une petite séance tactique sur Mbappé. Est-ce qu'il apporte réellement du bien dans les équipes? Parce que certes, il fait des saisons énormes, mais c'est ce dont j'en ai parlé dans mon article. Il a beau faire des saisons énormes, partout où il passe, il n'y a plus de collectif. Donc c'est un sujet qui devient alarmant. Et je me demande de plus en plus si Mbappé peut, lui, faire une bonne saison et faire que son équipe soit excellente. C'est ma petite ouverture, puis-je dire. Je vous laisse donner le mot de la fin. Bah écoute, à la limite, non, je pense qu'il n'y a pas enfin, il a pas une incidence sur le niveau collectif des joueurs. À la limite, il serait peut-être maudit ou je sais pas, quelqu'un à Monaco l'aurait maudit, mais je pense pas que
il pourrait faire une bonne saison et son équipe va loin. C'est un joueur extrêmement talentueux, faut pas l'oublier. Il faut pas non plus le mettre de côté parce que, comme j'ai dit, le Real sans Mbappé, c'est rien du tout. Un truc sur lequel je voulais revenir, sur le sujet des égos, là, pour faire un peu le mot de la fin, ce qui est marrant quand même au Real, c'est que le PSG, ils vont chercher des joueurs qui ont déjà un ego, ou en tout cas sont déjà des stars. Ils vont chercher des Neymar, des Messi, donc ils arrivent au PSG, ils se prennent déjà pour je sais pas qui. Alors que le Real de Madrid, ils vont chercher des Vinicius au Brésil, des Bellingham à Dortmund, enfin des joueurs qui ne sont pas non plus extrêmement connus du grand public avant d'arriver au Real Madrid. En fait, on se rend compte que le Real Madrid crée des égos. En fait, je pense que les joueurs sont motivés par le fait d'accéder un jour au Real Madrid, et une fois qu'ils y sont, eh ben, ils n'ont plus aucune motivation de jouer, puisque leur seule motivation peut-être de carrière était d'arriver dans un grand club, peut-être pour Vinicius d'arriver en Europe, enfin, de faire une carrière, etc. dans le foot. Mais là, on sent bien que le Real crée des égos, et au final, c'est contre-productif, puisque ça va nulle part leur projet, à part certains jeunes potentiellement qui pourraient être bons, des Gonzalo Garcia, des Mastantuono. Sinon, il y a des joueurs, ils ont pas le niveau d'un Real Madrid qui se prétend être le meilleur club d'Espagne, un des meilleurs clubs d'Europe. On peut pas avoir une attaque avec Vinicius et Rodrigo, même s'ils sont un peu meilleurs en ce moment, mais ils se prétendent être enfin, des contenders pour la victoire en LDC. À la limite, tu vas recruter un vrai bon joueur et qui après fait n'importe quoi sur le plan au Real Madrid. Mais là, on sent que ça va nulle part, comme tu l'as dit, Elias, et au moins ça change Xabi Alonso. Mais je pense que Alvaro Arbeloa, ça va être exactement la même chose. Et au final, on va se retrouver en septembre prochain avec un nouvel entraîneur. Mais peut-être qu'il faudrait un entraîneur capable de gérer les troupes, pas un jeune, peut-être un Ancelotti ou un entraîneur comme Zidane. Mais après, on sait qu'il va sûrement aller en équipe de France. En tout cas, fini cette parenthèse Real Madrid. On se retrouvera on fera peut-être un autre épisode pour discuter un peu des avancées du club madrilène. Si, est-ce que ça va mieux avec ce coach? Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. En tout cas, un truc que je voulais noter sur l'Open d'Australie, c'est que Arthur Giac, j'avais prédit qu'il allait faire un bon tournoi. Il a passé les qualifs, donc intéressant. Et on va voir, là, il a aucune défaite en 2026, donc est-ce qu'il va confirmer dans le grand tableau de l'Open d'Australie? En tout cas, merci les gars pour ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un débrief un peu de ce qui s'est passé en Australie. Et restez bien sur tous les réseaux, il y a des capsules qui sortent tous les jours. Et on a des desks qui vont sortir avec potentiellement des résumés de matchs. On vous tient au courant. Donc merci Zéphyr, merci Elias. Restez branchés.